Le plaisir est mien de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à ces bulletins d'information de 11h30 sur Mandico Télévision. Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face au défi de la croissance démographique? Tel a été le thème exposé par le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando-Mboyo, au cours du 3e jour de la 8e édition de l'Expo Béton, ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Un reportage de Meshak Lofaka et Vite Panzo. Lors de la 3e journée de la 8e édition de l'Expo Béton, tenue ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando-Mboyo, a présenté des pistes de solutions pour lutter contre les défis urbains auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Dans son intervention, Guy Loando-Mboyo a mis en lumière plusieurs problèmes majeurs qui affectent l'urbanisme de Kinshasa, notamment la mauvaise construction, le manque d'études préalables aux lieux de construction. Ces problèmes contribuent à une croissance désordonnée de la ville, entraînant des difficultés en matière de logement, de transport et de services publics. Les constructions qui sont faites actuellement sur la ville province de Kinshasa. Je vous ai dit, j'étais dans le plateau des professeurs. J'ai échangé avec eux. Je dis, vous qui avez construit cette maison, est-ce que vous vous êtes posé la question si la qualité du sol où vous êtes, cette terre est en mesure de recevoir une construction ou pas? Et quel type de construction? Ils n'ont pas signé le point. Donc chaque espace physique de notre pays, ce n'est pas forcément pour faire des projets immobiliers. Pas forcément. C'est là où je vous ai dit que nous, comme le ministère de l'Aménagement, dans le cadre de la planification, quand nous affectons, nous déterminons pour dire que cet espace, c'est pour les activités agricoles. Mais nous n'allons pas affecter cet espace aux activités agricoles sans que nous ayons fait d'abord une étude au préalable. Je vous l'ai dit ici, il y a une étude qui venait d'être finalisée. Ça nous a pris 2 ans sur le potentiel agricole de notre pays. Donc nous avons aujourd'hui une cartographie avec un zonage clair des endroits où on peut ou ne pas faire l'agriculture. Ce qui fait que si vous allez aux affaires foncières, parce que si l'espace relève du domaine foncier privé de l'État, vous pouvez signer un contrat de location, on vous délivre un certificat d'enregistrement, comme tout Congolais correct, dites je vais aller à l'urbanisme pour obtenir mon permis de construire, les guichets uniques que vous recevez, vous payez les droits qui sont liés à l'État. Mais cet endroit n'est pas appelé à recevoir des constructions. L'Expo Béton continue d'être une plateforme importante pour discuter des défis et des opportunités liées à l'urbanisme et à la construction en République démocratique du Congo. Les interventions comme celle de Guy Loando-Mboyo sont essentielles pour orienter les politiques publiques et les actions concrètes envers un développement urbain harmonieux. Et sur un autre volet, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a relevé de ses fonctions Dorothée Nganiza Masirika, ministre provinciale en charge de finances, de l'économie, de l'industrie, du commerce, de l'entrepreneuriat et de la fonction publique pour de fautes graves. Il lui est reproché d'avoir demandé un prêt auprès d'une banque sans l'aval du gouvernement provincial et d'avoir permis la reprise des activités de 2 sociétés minières à Fizi. Regardez. C'est dans un arrêté provincial daté du 9 septembre que cette mesure a été prise. Pour le gouverneur Jean-Jacques Purusi, Madame Masirika Nganiza Dorothée a posé des actes coupables, répréhensibles et préjudiciables de nature à ternir l'image et la crédibilité du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le prêt sollicité est de 5 millions de dollars américains au nom de la province sans que l'autorité provinciale ni l'Assemblée provinciale, moins encore le Conseil des ministres ne soient préalablement informé. Il a autorisé la reprise des activités au profit de 2 sociétés minières opérant à Fizi à la suite des paiements insignifiants dans la caisse de la province, court-circuitant ainsi les compétences et les efforts du groupe d'experts ad hoc constitué à cet effet par le gouvernement provincial, dit cet arrêté. Au-delà de ces griefs, d'autres également s'ajoutent
notamment le retard dans la mise en place des mesures draconiennes visant à supprimer et à réduire les tracasseries et la taxation en défaveur des petits vendeurs et commerçants, ainsi que des mécanismes d'éradication des pratiques frauduleuses qui favorisent l'évasion fiscale. Des actions qui ont poussé à la révocation de la ministre qui n'a duré que 2 mois et quelques jours dans le gouvernement provincial. Cette révocation est intervenue au lendemain d'un meeting de redevabilité tenu au stade de la Concorde par le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. Le chef de l'exécutif provincial avait annoncé des sanctions contre tous ceux qui se compromettraient dans son équipe. Au Sud Kivu, alors qu'elle était chef de division chargée du recouvrement à la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, Dorothée Massirika avait été révoquée par le gouverneur Théo Ngouabidje pour avoir exercé une activité commerciale, en l'espèce le commerce du ciment, alors que cela lui était strictement interdit en sa qualité d'agent public de l'État et chef de division chargé de recouvrement à la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes en juillet 2020. Elle était également accusée de faire usage d'une déclaration d'origine inconnue, minorant la qualité de ciment importé par rapport à celle renseignée dans la déclaration délivrée par l'administration douanière rwandaise, dans le but de se procurer les avantages illicites. Dans le chapitre de la santé, à l'occasion de la dernière réunion tenue par le ministre provincial de la Santé, José Sambi Boulanda, élargi au partenariat de la santé dont l'organisation de la santé, 47 cas ont été notifiés et aucun cas n'a été positif. La province du Haut-Katanga n'a toujours pas de cas positifs confirmés de l'épidémie de variole de singe. Suivez. La province du Haut-Katanga n'a toujours pas de cas positifs confirmés de l'épidémie de la variole de singe. À l'occasion de la dernière réunion tenue par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, élargi aux partenaires de la santé dans l'Organisation mondiale de la santé. 47 cas ont été notifiés et aucun n'a été positif. Concernant la surveillance épidémiologique, la province du Haut-Katanga, 47 cas suspects répartis en 15 zones de santé urbain et rural. 0 cas positifs jusqu'à ce jour. Nous poursuivons la notification des cas et le prélèvement des échantillons. Les points d'entrée sont intégrés dans les testings pour contrôler le trafic transfrontalier, explique le docteur Kaila Thérèse, médecin inspecteur provincial dans les Haut-Katanga. Elle a, dans sa mise au point après la rencontre mardi à Lubumbashi, précisé que le gouvernement provincial rassure la population sur la gratuité de la prise en charge des cas suspects ainsi que d'éventuels cas positifs. Auparavant, le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'était clairement exprimé sur le risque que court cette partie du sud-est à la suite de la proximité avec certaines provinces qui sont déjà touchées par l'épidémie de variole des singes. La sensibilisation se poursuit à travers les différentes zones de santé, selon le docteur Thérèse Kaila, médecin inspecteur provincial de la santé. Clôturons ces bulletins en septembre 2001, en septembre 2024, 23 ans jour pour jour que les États-Unis connaissaient la plus grande attaque terroriste de leur histoire. 2 avions de ligne détournés par des membres d'Al-Qaïda percutaient les tours jumelles du World Trade Center à New York, alors que 40 minutes plus tard, un 3e appareil ciblait le Pentagone, plongeant tous les pays dans le chaos. Selon le bilan officiel, 2977 personnes ont perdu la vie ces jours-là, faisant de ces dramatiques événements l'attentat le plus meurtrier de toute l'humanité. Retour en images sur cette attaque terroriste sans précédent. Le 11 septembre 2001, l'Amérique subit 4 attaques perpétrées par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda. Ce mercredi marque le 23 ans de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés, dont 2977 morts à Manhattan, Arlington en Virginie et Shanksville en Pennsylvanie en moins de 2 heures. Ces événements en tant qu'attentat le plus meurtrier de leur histoire. Depuis, la date du 11 septembre est devenue une journée nationale commémorative renommée en 2009 Patriot Day pour honorer les victimes. Cette année, le président américain Joe Biden, la vice-présidente américaine Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump ont assisté à une cérémonie marquant le 23e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York.
À ces jours, 1103 victimes n'ont toujours pas pu être identifiées, la dernière identification ayant eu lieu en janvier 2024, lorsque la tour sud puis la tour nord du World Trade Center se sont effondrées après l'attaque. La violence extrême du feu, de l'acier en fusion et des débris a rendu impossible la récupération des traces ADN pour des centaines de victimes. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.